Prévues pour le 29 avril à venir, les élections législatives et régionales sont actuellement au cœur de la vie politique au Togo. Ces élections serviront à élire à la fois les prochains députés et les conseillers régionaux. Pour ce qui est des campagnes de ces deux élections, les campagnes ont débuté le 15 avril dernier. Ces dites campagnes sont en train de voir les manifestations de chaque parti politique, regroupement des partis politiques et des candidats indépendants afin de convaincre les citoyens de faire les votes en leur faveur. Les campagnes pour les élections législatives et régionales prendront fin le 27 avril prochain à 23h59. Les Togolais passeront aux urnes pour élire simultanément les futurs députés et conseillers régionaux le 29 avril. Rappelons qu'à l'issue de ces élections, 113 nouveaux députés et 179 conseillers régionaux seront élus. Pour leur participation au devoir du citoyen, les éléments de force de l'ordre et de la sécurité passeront aux urnes le 26 avril. Depuis le début de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales, les partis politiques, regroupements de partis politiques et associations multiplient les rencontres et les opérations de charme auprès des populations. Dans le cadre de la couverture sécuritaire du processus électoral, la Force Sécurité Élections législatives et régionales FOSEL-R dresse un nouveau bilan de ses activités sur le terrain. Ainsi, du 17 au 21 avril 2024, FOSEL-R enregistre 1235 meetings, 230 caravanes et 146 porte-à-porte. Sur la même période, un accident de circulation a été enregistré à Gbadjaé, dans l'Est Mono, lequel a occasionné un blessé. Ceci constitue une avancée significative par rapport au premier bilan fourni par le FOSEL-R qui donnait 400 meetings, 283 caravanes, 59 porte-à-porte et 2 décès malheureusement sur la période du 13 au 17 avril. Par ailleurs, 2 faits majeurs ont marqué la journée de ce lundi 22 avril selon toujours la Force Sécurité Élections législatives et régionales. En effet, dans la Kéran et plus précisément dans le canton de Warengo, il ressort qu'une caravane UNIR s'est vue refuser le passage sur un pont de fortune par un groupe de jeunes surexcités du dit canton. Aussi, dans le canton de Katomé, dans le Moyen Mono, certains individus empêchaient la tenue d'un meeting du parti NET. Heureusement, ces incidents ont vite été dissipés par la FOSEL-R. Problème majeur de santé publique en Afrique et première cause de mortalité dans certains pays africains, le paludisme est une maladie endémique qui reste un défi persistant en Afrique mais aussi au Togo. Malgré les efforts déployés pour le combattre, le paludisme demeure responsable de milliers de décès annuels représentant une menace significative pour la santé maternelle et infantile à l'échelle mondiale. Les femmes enceintes sont plus susceptibles de contracter le paludisme en raison de leur système immunitaire affaibli. Le parasite du paludisme peut entraîner des complications graves pour la mère et le fœtus, telles que l'anémie, la perte du fœtus, l'accouchement prématuré et le retard de croissance intra-utérin, le risque étant plus élevé lors des premières grossesses. Chez les enfants, le paludisme est une menace mortelle, surtout dans les régions tropicales. Les symptômes comprennent la fièvre, les frissons et les maux de tête. Les cas graves peuvent entraîner des convulsions, des problèmes respiratoires et même la mort. Les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement vulnérables, représentant environ 80% de tous les décès dus au paludisme. Chaque année, le paludisme tue environ un demi-million d'enfants. Afin de contrer cette menace, la prévention et le traitement précoce sont essentiels pour protéger les populations vulnérables. Renforcer les efforts de sensibilisation et d'éducation, en particulier auprès des femmes enceintes, est crucial pour promouvoir l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides, la pulvérisation d'insecticides à l'intérieur des habitations et garantir l'accès aux médicaments antipaludiques efficaces. En cas d'infection, un traitement rapide et adéquat demeure la meilleure arme pour éviter les complications graves.
En Afrique du Sud, la haute cour du KwaZulu-Natal à Durban a rejeté la demande de l'ANC d'empêcher le parti de l'ancien président Jacob Zuma d'utiliser son nom et son logo. Le Congrès national africain a soutenu que le nom Umkhonto we Sizwe, MK, faisait partie de son héritage et de sa propriété intellectuelle. Lundi, la juge par intérim, Nicolette Beckett, a rejeté la requête dans laquelle l'ANC demandait une ordonnance obligeant le parti MK à payer des redevances raisonnables ou des dommages et intérêts pour l'utilisation du logo. Il s'agit de la deuxième défaite du parti présidentiel dans ses batailles juridiques avec le parti MK de l'ancien président Jacob Zuma. L'ANC se voit donc condamné aux dépens par le tribunal. Le MK a fait valoir que l'ANC ne possédait pas de droit sur le nom et le logo Umkhonto we Sizwe. Le parti MK s'est imposé comme un rival puissant de l'ANC à l'approche des élections du mois prochain, en particulier dans le KwaZulu-Natal. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a promis lundi que les premiers vols d'expulsion vers le Rwanda pourraient partir dans 10 à 12 semaines. Cette déclaration intervient dans le cadre des efforts du gouvernement conservateur pour mettre fin à l'impasse parlementaire sur une politique migratoire. C'est l'une des opérations les plus complexes que le ministère de l'Intérieur ait menée. Mais nous sommes prêts et ces vols auront lieu, quoi qu'il arrive. Aucun tribunal étranger ne nous empêchera de faire décoller ces vols. Le Rwanda est également prêt et je tiens à remercier le gouvernement rwandais d'avoir renforcé son système d'asile, adopté une législation et mis en place un nouveau tribunal d'appel. Malgré les critiques et les obstacles, Rishi Sunak a réitéré la détermination de son gouvernement à poursuivre sa politique de déportation, même avec du retard. Les prochaines semaines seront consacrées à l'action, mais bien que je sois conscient que les gens veulent des actes et non des paroles, je ne vais pas détailler maintenant tout le processus, et il y a de bonnes raisons opérationnelles à cela. Il y a une minorité bruyante qui fera tout pour perturber notre plan, alors nous ne divulguerons pas de détails sensibles qui pourraient entraver les progrès réalisés. Nos équipes doivent pouvoir avancer sans ingérence et elles travaillent sans relâche pour mettre en œuvre ce véritable changement de paradigme. Le premier vol partira dans 10 à 12 semaines. Oui, c'est plus tard que prévu, mais nous avons toujours été clairs sur la durée que ce projet pouvait prendre. Les amendements proposés par les Lords ont retardé le projet de loi pendant 2 mois, nécessitant leur accord pour son adoption. La pollution plastique pose un problème de taille, mais pas pour ces bénévoles venus ramasser les déchets sur une plage du Cap en Afrique du Sud. À cette échelle, le nettoyage est comme une goutte d'eau dans un océan de plastique. Mais ici, c'est le message qui compte. Cette semaine, des négociations internationales sur les matières plastiques vont se jouer à Ottawa, au Canada, entre des milliers de délégués représentant de dizaines de pays. Le plastique est désormais omniprésent. Il est dans notre eau douce, il est dans les rivières et les lacs. Je suis originaire de Suisse et ce pays n'est pas épargné par les microplastiques qui s'infiltrent dans tous les lacs de montagne, dans le sol et dans l'air. Le plastique est partout. Il est dans le corps des êtres humains et affecte gravement les organismes et les écosystèmes. Nous devons être conscients que la biodiversité et les écosystèmes sont à la base du fonctionnement de la société et de l'économie. Nous dépendons essentiellement de l'eau que nous pouvons boire et de la santé de nos écosystèmes. Richard Thompson, professeur de biologie marine, espère une rationalisation de la production de matières plastiques afin de ne produire que celles qui peuvent être facilement réutilisées ou éliminées. Nous avons des douzaines de types de plastiques différents, des centaines de formulations chimiques différentes et beaucoup d'entre elles remplissent la même fonction, ce qui crée un problème pour les produits en fin de vie parce que nous faisons toujours, à mon avis, un effort très médiocre en matière de recyclage. Moins de 10% du plastique que
que nous produisons est recyclé, notamment parce que nous n'avons pas réussi à concevoir de produits en plastique en ayant conscience de la fin de leur vie. Nous disposons donc de produits chimiques d'une incroyable diversité, d'une grande complexité, mais qui sont utilisés pour faire essentiellement le même travail. Nous allons donc devoir réduire cette complexité si nous voulons augmenter la quantité de matériaux recyclables. Il y a 2 ans, 175 nations ont convenu d'élaborer le premier traité juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans les océans d'ici à la fin de l'année 2024. Cette coalition de pays, baptisée High Ambition Coalition, souhaite interdire les additifs les plus cancérigènes utilisés dans la production de plastique. En Haïti, pays livré à la loi des gangs, le système sanitaire est au bord du chaos. Les médicaments se font rares alors que les hôpitaux sont pris pour cible par des hommes armés. Les médecins sont désormais contraints de réduire le nombre de consultations quotidiennes. Les proches des patients sont inquiets. Il a de la fièvre depuis presque 10 jours. Il souffre de drépanocytose et de paludisme. Les médecins l'ont vu, mais je ne sais toujours pas ce qui va être fait par la suite. Des personnes blessées par balle peinent à se rendre à l'hôpital en raison de l'insécurité. Nous avons reçu environ 700 patients le mois dernier dans notre service d'urgence et environ 10% d'entre eux ont été blessés par balle. Ce que nous constatons, c'est que les gens ont beaucoup de mal à se rendre à l'hôpital. Lorsqu'ils sont blessés, ils arrivent souvent en retard parce que la situation est tout simplement dangereuse pour qu'ils puissent se rendre à l'hôpital, ce qui rend le traitement de leurs blessures beaucoup plus difficile. Le chaos sanitaire est tout sauf une bonne nouvelle, notamment pour les patients atteints du cancer, du VIH et SIDA et d'autres maladies graves. À Brasilia, environ 8000 indigènes se sont rassemblés pour réclamer la délimitation de leurs terres. Cette manifestation s'est déroulée à l'occasion de la 20e édition du campement Terre Libre. Il s'agit de la plus grande manifestation indigène du Brésil. Les peuples autochtones se sont donné rendez-vous ce lundi dans la capitale brésilienne pour dénoncer les promesses non tenues du président concernant la création de réserves et l'expulsion des mineurs illégaux et des voleurs de terre. Le campement Terre Libre est un événement auquel nous participons pour montrer notre culture, notre résistance, notre existence, mais aussi pour présenter nos demandes et notre programme pour que le gouvernement comprenne et réponde à nos demandes. Le mouvement proteste contre l'exploitation minière illégale qui menace la forêt amazonienne et tout être vivant qui l'occupe. L'événement d'une semaine comprend des débats, des manifestations politiques, mais également des danses traditionnelles. Ça fait 20 ans que nous participons à ce campement pour demander chaque année la même chose. On demande la délimitation des terres, que nos droits ne soient pas violés, que nous ne soyons pas tués avec leurs textes, parce que nous souffrons. Là-bas, ils nous tuent avec des balles et ici, au Congrès national, ils nous tuent avec leurs stylos. Les peuples indigènes représentent moins de 1% de la population du Brésil, mais leurs terres occupent environ 13% du territoire. Selon un institut socio-environnemental, au moins 251 terres ont des demandes de reconnaissance en cours auprès du gouvernement fédéral.